animatrice et journaliste sportive des plus respectées en Amérique du Nord. Elle fut de la première émission, le 1er septembre 1989, du Réseau des sports. Mais surtout, c'est la première femme à présenter le bulletin de nouvelles quotidien au Réseau des sports. Notre invitée, Chantal Maccabé, pour ce rendez-vous Femmes d'hockey présenté par M2 Assurance. Notre invitée cette semaine, c'est certainement la femme d'hockey qui inspire le plus de Québécois, Québécoises. En tout cas, ça l'a été pour plusieurs de nos invités cet été. Chantal Maccabé, bienvenue à Femmes d'hockey. Merci beaucoup, Isabelle. Je suis très heureuse d'être ici et de participer à ton émission. Merci de m'inviter comme ça. Bien, c'est sûr que quand on parle de femmes d'hockey, on parle de passionnés, on pense Chantal Maccabé. Et j'aimerais ça qu'on fasse un petit pont présentement parce que tu as commencé ta carrière comme statisticienne pour les Patriotes du Collège Saint-Laurent. Et présentement, on parle beaucoup de Ève Gascon, qui est la première joueuse gardienne de but pour une division masculine D1 pour le collège. Ça doit te rappeler des souvenirs. C'est extraordinaire. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle j'avais choisi d'aller étudier au Cégep de Saint-Laurent parce que c'était un cégep de sport. Les équipes sportives étaient excellentes. Le Saint-Laurent était représenté à tous les niveaux. Donc, c'était le hockey collégial 3A à cette époque-là. Il y avait le football collégial 2A. Il y avait plein d'autres choses. Donc, le service des sports était vraiment était bien organisé. Puis moi, je me disais, bon, ben je vais offrir mes services comme statisticienne parce que je l'avais fait dans des ligues de garage. J'étais annonceur, marqueur, chronométreur depuis que j'avais l'âge de 14 ans. Et je me disais, bon, ben ils ont peut-être besoin d'un relationniste, d'une statisticienne. J'étais allée voir le journal du Cégep aussi. Je leur ai dit, ben avez-vous un journaliste sportif? Parce que vous voulez que je fasse des chroniques sur le sport collégial? Ben oui, on n'a pas, vas-y. Et je suis allée à la ville de Saint-Laurent aussi pour leur demander pour l'hebdomadaire. Moi, je pourrais couvrir les sports collégiaux. Ils ont dit, ben, on n'a pas de budget, mais si tu veux le faire bénévolement, pas de trouble. Alors, j'ai fait ça, puis je me suis impliquée à fond là-dedans. Et ce qui a le fun aussi, c'est que, bon, j'avais des cours de natation. En fait, c'est pas des cours, mais j'étais en natation au cégep, dans mes cours d'éduc. Et à un moment donné, bon, ben, je finis de faire mes longueurs, puis je sors de la piscine, puis mon coach me dit, ça a l'air que tu fais une bonne job avec les Patriotes comme stats. Je dis, ouais, j'aime ça. Écoute, je suis une maniaque de hockey, puis je vais être journaliste sportif. Mais il dit, moi, j'en ai un club de hockey, puis tu pourrais venir faire nos stats aussi. C'est pas les voisins? C'était les voisins de Laval. Il dit, on a un qui marque plein de buts. Il dit, t'en aurais pas mal des stats. Il s'appelle Mario Lemieux. Là, je suis partie à rire. Et j'étais native de Laval. Je demeurais tout près de l'aréna, du centre sportif. Donc, je dis, bien, certain, je vais y aller. Il m'a fait rencontrer le coach, puis après 2-3 matchs, l'entraîneur a dit « C'est beau, tu vas faire nos stats ». Et là, je suis devenue à temps plein statisticienne des voisins de Laval, en même temps que faire les Patriotes de Saint-Laurent. Je travaillais pour 2 équipes en même temps. C'était le fun. Moi, le hockey, c'est ma vie. Hein. J'aime ça passionnément. Je ne me vois pas finir ma carrière. Je veux faire ça encore pour un autre 36 ans. C'est ma vie. C'est aussi simple que ça, Isabelle. Bien, on le ressent, on le voit, que ce soit à travers tes commentaires sur Twitter, que ce soit tout ton parcours. Là, on va en parler justement de ton parcours. Bon, on a parlé de tes débuts. Tu as débuté, je pense que tu avais 12 ans comme journaliste de sport. Après ça, tu as travaillé avec le Cégep Saint-Laurent, tu es allé avec les voisins de Laval. C'est là que ton histoire d'amour avec Mario Lemieux, d'amour sportif, bien entendu. Oui, on s'entend, là, de sport et de hockey. Tu as été à la presse canadienne, tu as travaillé à TVA Québec aussi. Tu as couvert les Nordiques avant de revenir à Montréal. Tu as été lectrice de nouvelles aussi sportives pour TVA pour finalement être la première femme à avoir le bulletin quotidien de sport à RDS. Tu as été de la première émission en 89, le 1er septembre. C'est quand même dis-moi, comment tu te sentais à ce moment-là? C'était, juste ajouter, j'ai travaillé aussi à Radio-Canada à Ottawa. Je couvrais les Olympiques de Hall, les 67 d'Ottawa, les Rough Riders au football. Mais le reste, tout est beau. Comment je me sentais? Extrêmement nerveuse. J'avais 24 ans. J'avais quand même 5-6 ans d'expérience là, à la télé avant, derrière la cravate. Donc, je savais que je pouvais le faire, mais c'était quand même un gros mandat. Monsieur Desormeaux qui m'avait embauché, qui m'avait fait signer le premier contrat dans l'histoire de RDS. Puis il me l'avait dit. Il dit, moi, je veux, la première personne que je veux signer,
je veux que ce soit une femme et je veux que ce soit toi. Et tu es la première personne également que je veux voir en ondes. Il dit, je pense qu'on est rendu là. C'est en 1989, là. Il dit, je pense qu'on est rendu là. Je pense qu'il faut dire aux gens que les femmes s'intéressent au sport. D'ailleurs, il y a beaucoup, beaucoup de femmes qui regardent le hockey, qui regardent le sport en général. Alors, je pense qu'on doit absolument lancer un message fort et ouvrir la station avec une femme qui va annoncer les sports. Puis il dit, cette femme-là, ça va être toi. Alors, j'étais très nerveuse, c'est évident. Je suis jeune quand même. Bon, j'ai un peu d'expérience, mais j'ai quand même pas 10 ans d'expérience. Mais ça s'est bien déroulé, sauf que j'étais nerveuse dans le jour, mais quand est arrivé 4 heures, le commissaire du baseball majeur, Bart Giamatti, est décédé. Une crise cardiaque, on ne s'attendait pas à ça. Nous autres, ça faisait une semaine qu'on pratiquait le bulletin de Nouvelles Sport 30. Et là, il faut tout refaire parce qu'on entre en autre à 6 heures. Il faut tout refaire à partir de 4 heures quand on reçoit cette nouvelle-là. Il faut recommencer. On a juste 2 heures pour refaire le bulletin. Alors là, on rachète tellement. Il y avait tellement de choses à faire. Puis là, la nervosité n'est plus là. Non, parce qu'on travaillait, puis on est arrivé, on est arrivé en studio, là, à la dernière seconde, on s'est assis, puis là, c'est quand j'ai eu le décompte, quand mon réalisateur a commencé à me dire dans 10, 9, 8, 7, 6, là, j'étais là, oh mon Dieu, dans quoi je me suis embarquée. Puis là, à un moment donné, là, ils m'ont dit, on va annoncer le décès de Bart Giamatti. Donc, il va y avoir l'hymne national. Chantal, tu vas entrer en ondes. Cold, comme ça, tu vas tout de suite entrer en ondes, tu vas annoncer le décès. On va faire un fondu au noir. Là, on va partir le thème qui va être plus joyeux. Et là, tu vas souhaiter la bienvenue. Tu vas être avec Serge Longchamp. Et tu vas souhaiter la bienvenue. Bon, bonjour, première émission de l'histoire de RDS. Puis là, bon, mais il dit, faut commencer avec le décès du commissaire. Et donc, c'est ça. Fait que c'était un peu bizarre comme première émission. Mais je l'ai revue, cette émission-là, avec Guillaume Lefrançois, quand on a décidé d'écrire ma biographie. Puis, c'était pas si pire. Honnêtement, là, je pensais que ça avait été comme catastrophique, mais finalement, ça s'était très, très bien passé. Et tu vois, je suis encore là. J'ai été 23 ans chef d'antenne. Puis là, je suis sur le beat de la Ligue nationale de hockey et du Canadien. Mais j'ai un plaisir fou. Tu sais, c'est 31 RDS, puis je vois qu'on partir. Parlons-en, parce que bon, tu es journaliste sportive, tu es animatrice, tu es présentatrice de nouvelles, tu es chroniqueur, conférencière, tu as même été ambassadrice pour l'esprit sportif. Mais là, on dit que tu es sur le beat. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi le beat? Explique-nous, qu'est-ce que ça veut dire comme travail? OK. Le beat d'une équipe sportive, bon, moi, c'est le Canadien et la Ligue nationale de hockey. Je précise parce que quand le Canadien participe pas aux séries, je fais les autres équipes de la Ligue nationale de hockey. Alors, c'est vraiment la couverture quotidienne d'une équipe de hockey. Je suis à tous les entraînements, je suis à tous les matchs, je voyage, je fais les matchs à l'extérieur et c'est d'aller aux entraînements, de récolter les nouvelles de la journée, de prendre les trios, les changements tactiques, qu'est-ce qu'on a fait à l'avantage numérique qui a été utilisé là? Est-ce qu'on est rendu avec on a adapté la formation parapluie parce que le reste ne fonctionne pas? Comment est la boîte défensive? Bon, c'est vraiment de donner toute l'information qu'on peut sur le Canadien de Montréal et sur les joueurs, qui est blessé, qu'est-ce qui se passe. Et moi, je livre ça au bulletin Sport 30, donc, et au 5 à 7. Et au Sport 30 le soir et à l'antichambre le soir également. Donc, je fais, là, c'est sûr qu'en temps de pandémie, là, je fais 3 directs par jour, mais ça peut aller en temps normal jusqu'à 7-8 directs par jour. Et je fais un bulletin aussi pour le 2 heures du matin. Donc, c'est des horaires chargés. Donc, journée de match, je commence à 9 heures le matin, je suis à l'Arena, à Brossard, où je fais l'entraînement. Là, je vais tweeter tous les changements de trio, peu importe. Je m'en vais au vestiaire faire mes entrevues avec les joueurs. Là, je prépare mes directs pour l'après-midi. Ensuite, je m'en vais au Centre Bell à 3 heures l'après-midi. Là, je fais mes directs et je fais mon entrevue d'avant-match au banc avec un joueur, souvent 2 joueurs, donc un joueur de l'équipe adverse, un joueur du Canadien. Je fais le match, je retourne au vestiaire, je refais mes entrevues, je prépare un direct pour le bulletin de 23h30, des fois autour de minuit, et je prépare un reportage pour le 2 heures du matin. Donc, je commence à 9 heures le matin et je termine vers 1 heure le lendemain matin. Donc, c'est autant sur la route qu'à domicile. Puis il y a 82 matchs, là. Juste rappeler aux gens, il y a 82 matchs. Je ne trouve pas les 82 matchs, je t'explique. On est 2 pour le faire. Je suis avec Luc Gélina. Oui. Pourquoi? La raison est bien simple. Il faut toujours avoir un reporter
avec l'équipe. Donc, si le Canadien joue au Centre Bell un mardi et le mercredi joue à New York, bien, il y a un de nous deux qui va couvrir le match le mardi et l'autre se rend à New York le mardi pour être là parce que le Canadien lui voyage tout de suite après les matchs. Donc, ça prend toujours quelqu'un avec l'équipe. Donc, tu ne peux pas faire les 82 matchs. Par contre, on est toujours là et on travaille. C'est du 6, souvent 7 jours par semaine. On souhaite toujours que le dimanche soit une journée de congé. Ça arrive une fois de temps en temps pour avoir un petit break parce que je suis quand même une mère de famille, même si mes enfants sont rendus grands. Alors, c'est ça. Et quand le Canadien est éliminé des séries, là, on me dit, bon, ben Chantal, tu t'en vas couvrir. C'est souvent les Pingouins de Pittsburgh, que j'adore, bien sûr, à cause de Mario Lemieux. Alors, je vais souvent couvrir les Pingouins. Et là, ma deuxième ville devient Pittsburgh. Là, je couvre. Je fais, la première ronde, je reviens 2 jours faire un lavage, je repars la deuxième ronde, je reviens, et là, on fait ça comme ça. Donc, tu es 2 mois à peu près parti, là, tu reviens une fois de temps en temps là, pour une journée ou 2 et tu repars. Et bon, je travaille aussi le repêchage, les jours autonomes. J'anime l'antichambre également les samedis aux 2 semaines, donc les après-matchs du Canadien avec mes panélistes. Je suis occupée, en plus de la radio, puis Qu'est-ce que tu manges pour te garder en forme comme ça? Et ça te prend une énergie du tonnerre. J'en ai beaucoup. J'en ai beaucoup d'énergie. Je cours. J'emmène mes souliers de course partout dans toutes les villes de la Ligue nationale de hockey. Je cours, je dirais, 20-30 km par semaine. Je prends des vitamines, mais je suis comme ça. J'ai beaucoup d'énergie. J'aime ça. Je suis une passionnée. Je tripe, Isabelle. Tu n'as pas idée. C'est le fun. Tu sais, des fois, c'est difficile parce que, bon, tu as des critiques, puis tu sais, j'ai eu des bourrafes, là. Mais j'ai tellement de fun à le faire. Puis même avec la pandémie, on a réussi à me faire travailler. Je ne remercierai jamais assez mes patrons. Bon, on se parle via Zoom. Je fais encore aujourd'hui mes entrevues via Zoom. J'ai fait, John Cooper hier, l'entraîneur-chef du Lightning. J'ai plein de joueurs. On travaille encore avec ça. J'ai fait des entrevues. J'ai même fait Max Naslund pendant la pandémie. Il était en Suède. J'étais dans mon sous-sol. Fait que c'est trippant. Je continue à travailler, même si les voyages me manquent, il reste que c'est beaucoup de travail, être sur le beat. Tu peux pas prendre de journée de congé. Tu travailles tout le temps, tu es toujours sur Twitter, tu es toujours à l'affût de ce qui sort, de ce qui se passe avec telle autre équipe. Mais il faut que tu sois passionné pour faire ce métier-là et j'adore ça. Vraiment, vraiment. Bien, on va rentrer dans le segment « On parle hockey ». Parce que, on parle déjà de hockey parce que tu es hockey, mais on va rentrer. En fait, toi, tu dis que tu as commencé à faire ce métier-là parce que tu as été inspiré par Guy Lafleur. C'est vraiment celui qui t'a... parce qu'à la maison, chez toi, c'est pas papa qui regardait le hockey. Bon, il y a maman qui regarde un peu, mais tu sais, t'as pas de frère, c'est ta sœur. Fait que, comment Guy a pu t'influencer? C'est quoi qui a fait que ça te dit « Ah, moi, je vais être absolument journaliste sportive ». Oui, écoute, Guy Lafleur était le meilleur joueur de la planète. Il traversait la patinoire, il y avait des feintes, il y avait des mains, il y avait le coup de patin, les cheveux au vent, il marquait 50 buts par saison, il faisait gagner le Canadien. C'était tellement beau de le voir jouer. Guy Lafleur, aujourd'hui, ferait 15 millions par année, OK? Ouais. Et il y en a jamais eu un autre, Guy Lafleur. Il était unique et sympathique en plus, très humble, très franc en même temps. Disait exactement ce qu'il pensait toujours. Et moi, j'avais une admiration sans borne pour Guy Lafleur. J'avais 13-14 ans. Je ramassais mes sous, puis je prenais le métro, puis j'allais le voir au Forum de Montréal. Là, on appelait ça dans le pit en haut, là, dans les bleus. Là. Et moi, je me disais, écoute, je trippais tellement de voir jouer que je me disais, je vais regarder les autres sports. C'est sûr que je vais aller chercher cette émotion-là. Je suis une fille qui est très émotive et je me disais, je vais aller chercher cette émotion-là dans les autres sports. Alors, je me suis mis à regarder le baseball, le football, la boxe. Et là, c'était dans les années 70, les Jeux olympiques de Montréal. Tu as eu les Steelers de Pittsburgh comme dynastie, les Reds de Cincinnati, même les Pirates. Tu as eu Jack Nicklaus au golf, Mohamed Ali. C'était une période extraordinaire dans le monde du sport, là. Alors, je me suis mis à regarder, je les Alouettes aussi, Joe Barnes, Junior Ariu, Dallariva. Fait que je me suis mis à triper sur tous les sports et je me suis dit, moi là, c'est sûr, je vais être journaliste sportif. Et je ne
mangeais que du sport. C'est vrai qu'à la maison, il n'y a personne qui aimait ça. Mon père m'avait acheté un petit téléviseur noir et blanc, là, où je regardais ça là, où j'écoutais les matchs à la radio parce que, bon, mes parents regardaient leur cinéma aussi, ça. Les samedis soirs. Mais c'est ça, moi, j'étais... Puis, tu sais, j'ai jamais changé d'idée. J'ai toujours... La seule chose que j'étais extrêmement timide et je me disais, ça va falloir que je corrige ça parce que, ben, tu sais, d'abord, je vais être journaliste sportif écrit. Je ne vais pas faire de radio, de télévision parce que je me disais, non, je ne serais jamais capable, j'étais trop renfermée. Et là, je me suis dit, bon, ben peut-être que les portes vont s'ouvrir à ce niveau-là. Je ne peux pas me fermer de porte. J'ai suivi des cours de théâtre et qui m'ont aidé énormément. Et donc, à ce moment-là, bon, tu étudies tous tes sports, tu sais, tu t'ouvres de plus de portes. Et ça a été la télévision. C'est par la télévision que j'ai commencé à ce moment-là. Qu'on t'a découvert réellement, que tout t'a pris de l'ampleur, puis tu t'es envolé, puis aujourd'hui, on continue. D'ailleurs, on peut dire que c'est 3 décennies. C'est quoi la grande différence en 35 ans de carrière, là? Bon, à part le Centre Bell, le Forum, c'est quoi que tu remarques qui est une grande différence dans le sport de 30 ans aujourd'hui? Bien, ça a énormément changé la façon de couvrir les équipes. D'abord, avec la technologie, avec Internet, avec les médias sociaux et tout ça, ça a complètement changé notre façon de travailler. Moi, je me rappelle quand j'ai commencé, ben, tu voulais avoir des statistiques, ben, tu allais dans le gros livre de la Ligue nationale de hockey, puis tu fouillais. Puis si tu voulais savoir si, tel joueur, Marc Messier, revenait au jeu, ben, il fallait t'appeler à Edmonton ou à New York. Quand il jouait pour les Rangers, tu t'appelais le relationniste pour dire, bon, ben, es-tu prêt d'un retour au jeu? Comment ça se passe? Tu n'avais pas ces informations-là. Donc, fallait que tu fasses tes recherches. Fallait que tu travailles très fort pour les avoir. Fallait que tu calcules tes moyennes de gardien de but. Fallait que tu calcules tes stats. Tu faisais tout. C'est complètement différent. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile, mais c'est en même temps plus de travail parce que tu dois donner la nouvelle à la seconde. Tu vas en ondes. Je veux dire, moi, j'apporte, bon, je suis avec mon caméraman où j'apporte un iPhone 10 qui est spécialisé, là, et je peux être en direct partout à travers le monde. Avant ça, c'était pas ça. Tu sais, il fallait que tu ailles dans une station de télévision pour aller faire ton direct. Si j'étais à Los Angeles, mais là, je me rendais d'une station de télévision à Los Angeles avec mon caméraman. Là, on filmait le direct, on envoyait ça par satellite là-bas. Aujourd'hui, c'est de l'instantané tout le temps. Un scoop ne dure pas. C'est complètement autre chose. Par contre, le mauvais côté, le côté plus difficile, c'est que tu es beaucoup plus sujette aux critiques. Donc, les gens ont un rapport direct avec toi, autant où, si la grande majorité sont très gentils, il y a quand même une minorité de gens qui peuvent te rentrer dedans avec toutes sortes de critiques instantanément. Donc, aussitôt que tu dis quelque chose qui ne fait pas l'affaire des gens ou tu écris quelque chose qui ne fait pas l'affaire des gens, là, tu reçois ça en plein visage. Donc, faut que tu fasses une carapace, il faut t'apprendre à composer avec ça, mais le métier a effectivement beaucoup changé en 30 ans. Et ça, c'est sans parler de l'évolution des femmes là-dedans, puis comment on est perçu aujourd'hui par rapport à ça va faire 37 ans, là, dans 3 semaines que je fais ce métier-là. Là. Donc, c'est sûr que ça a évolué pour le mieux, beaucoup. On va y arriver d'ailleurs à la place des femmes, mais avant ça, j'ai quelques questions pour toi. Puis la première que j'aimerais te poser, t'es mère de 2 garçons. Les gars ont joué au hockey, tu as rencontré, d'ailleurs, tu te dis que Charles Hudon puis Jonathan Drouin, tu les as reconnus à l'époque. Comment on fait pour être une mère de hockey auprès de jeunes quand tu es analyste, chroniqueur, tu es une spécialiste de hockey? Comment on fait ça? Bien, le hockey, ça a toujours été la passion de la famille. Leur père a joué au hockey longtemps aussi. Moi, j'ai joué au hockey dans une ligue de femmes. Là, avant de travailler les samedis, là, il a fallu que j'abandonne. Les enfants venaient me voir jouer. Ils disaient, maman, t'es tellement poche. Tu devrais pas jouer au hockey. Moi, j'ai de la passion. Exact, la passion, c'est ça. J'avais du cœur au ventre. J'étais la Steve Bégin. Mais écoute, c'était un naturel. Je veux dire, j'ai toujours été dans les arénas toute ma vie. Aller voir jouer mes enfants, j'étais assis avec les parents dans les gradins. Des fois, je me mettais un peu à l'écart quand il y avait des parents qui étaient un petit peu trop exubérants parce que bon, je fais attention, tu sais, je criais pas, j'encourageais beaucoup et jamais j'ai dit à mes enfants, t'aurais pas dû faire ça. Tu sais, les entraîneurs sont là pour
coacher les enfants. Moi, j'étais la maman qui était là pour apporter un appui, pour encourager mes garçons. Et je l'ai toujours pris comme ça. Alors, s'il y avait un mauvais match, c'est arrivé souvent, c'est ben non, mon petit bonhomme, on va se reprendre, puis c'est pas grave, on oublie ça. Puis, tu sais, c'était comme ça. Et quand mes enfants ont arrêté de jouer, ils ont arrêté au niveau junior, junior 3A, ouais. J'ai eu beaucoup de peine. Ça m'a manqué beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'était important pour moi d'être là. Je me rappelle, à un moment donné, je suis arrivée à 6 heures du matin de Los Angeles, un voyage avec le Canadien, et mon plus vieux jouait à 8 heures le matin à Montréal. Alors, je suis arrivée à la maison, j'ai pris une douche et j'ai dit à Simon, viens-t'en, mon bébé, on s'en va à ton match de hockey. Puis il dit, ben maman, t'as pas dormi? J'ai dit, non, mais c'est pas grave. Mais il dit, tu sais, tu vas voir jouer le Canadien. Il dit, pourquoi tu viens me voir jouer? Ben, sais-tu quoi? J'aime bien mieux te voir jouer qu'aller voir jouer le Canadien. Parce que ça, c'est important pour moi. Puis toi, tu es ce qu'il y a de plus important dans ma vie. Canadien, c'est mon travail. Toi, tu es mon bébé. Alors, j'ai dit, ne pose plus jamais la question à maman. Elle fera un petit dodo cet après-midi. Mais j'ai dit ça, pour moi, c'est essentiel d'aller te voir jouer au hockey. Et ça me manque aujourd'hui. Même que des fois, bon, ils jouent encore, mes enfants, là, j'appelle ça dans des ligues de bédaine. Les lignes de garage ou de bière. Exact. Et parce qu'ils ont emmené vingtaine, là, c'est différent. Puis j'aime ça. Je suis allée voir mon fils l'an passé, là, ben, cet hiver, dans un tournoi, parce qu'il est pompier, puis il y avait un tournoi de pompiers, tout ça. Puis je trippe encore, je trouve ça bien le fun. Mais quand on est passionné de hockey, effectivement, puis moi, je trouve toujours ça beau aussi des plus jeunes, tu sais, quand on regarde, puis oui, Bam Tam, Midget, c'est des niveaux différents, on voit la progression. Quand on voit justement des joueurs prendre certains jeux et des tactiques, c'est du beau hockey. Puis on va parler de hockey féminin éventuellement, tu vas voir. Mais avant ça, j'aurais une autre question pour toi, c'est quel est ton plus beau moment hockey à toi? Ou un des plus beaux, tu sais, t'en as vécu énormément, tu as été, bon, sur la route avec les Canadiens, ça fait plusieurs années, mais t'en as-tu un que tu chéris particulièrement? Écoute, il y en a plusieurs, il y en a énormément, mais je te dirais, c'est sûr que, puis je ne veux pas cibler juste ça, mais parmi les bons moments hockey, écoute, la dernière Coupe Stanley du Canadien en 1993, c'était trippant. C'était trippant être là. C'était trippant parler aux gens dehors. Je me rappelle surtout à l'extérieur comment c'était. Et le défilé, bon, je travaillais sur le défilé, c'est quelque chose, là. C'était le fun. Puis moi, si j'explique ça à mes enfants, je dis, les gars, je vous souhaite tellement que le Canadien en gagne une autre, que vous voyez ça, que vous puissiez vivre ça, parce que le Québec au complet se rallie derrière l'équipe. Les gens sont de bonne humeur. C'est autre chose. Même ceux qui ne regardent pas le hockey sont derrière l'équipe. C'est le fun. Ça fait une ambiance qui est très, très particulière. C'est sûr que quand je couvre des finales de Coupe Stanley, quand les Pingouins ont gagné, par exemple, leurs 2 Coupes Stanley en 2016-2017, 2017-2018, 2016-2017. J'étais là. Donc, j'étais sur la patinoire parce que quand, bon, la coupe, là, il reste comme 2-3 minutes, tu descends en bas et là, quand le buzzer se fait entendre, la sirène, il rouvre les portes, t'es sur la patinoire. Et je me rappelle parce que j'arrive sur la patinoire et je vois Sidney Crosby qui passe devant moi en patin avec la coupe à bout de bras, avec les joueurs qui suivent. Et je suis là. Donc, je prends mon cellulaire et là, je filme, je prends des photos. Et là, après ça, bon, mais les joueurs, c'est parti. Puis là, tu vas les voir, tu fais des entrevues. C'est extraordinaire parce que tu vois, tu sais, tu as accompagné ces gars-là pendant 2 mois. Tu vois leur joie, leur déception, leur souffrance, parce qu'ils souffrent énormément, ils sont blessés de partout. Et tu vois ce moment culminant, la fierté qu'il y a. Puis ensuite, tu vois les femmes des joueurs arriver, les enfants, ça pleure, c'est émotif, c'est extraordinaire. Puis je me rappelle d'une entrevue que j'ai faite avec Marc-André Fleury. Et Marc-André savait qu'il venait de disputer son dernier match avec les Pingouins. Il est avec sa femme, ses enfants. Il pleure. Je pleure aussi. Tous les autres. Parce que je vais me mettre à pleurer. T'en parles, puis j'ai l'émotion. C'est tellement émotif parce que c'est ça qu'on aime dans le monde du sport. C'est les émotions que ça vient chercher. Et ça, moi, les 2 années de suite, puis en plus, c'est mon club de hockey, je les adore. C'est le fun. Tu sais, la journaliste était là pour faire le travail, mais celle qui admire cette équipe-là, la façon qu'on bâtit cette équipe-là depuis tant d'années, c'était des beaux moments. C'est vraiment le fun. Puis tu as plein d'autres moments individuels qui ont été bien le fun, mais tu peux pas oublier ça. C'est là qu'être sur le beat, t'aimes ça, t'aimes être sur place, t'aimes être sur le terrain, t'aimes parler à ces gars-là, t'aimes les connaître,
c'est bien très... T'es one of the boys, tu sais, tu Ouais. vis au rythme des joueurs, des familles des joueurs, tu fais partie, tu es intrinsèque. Ça m'amène au segment Place aux femmes. Tu parlais Ouais. justement de ce moment où, à la Coupe Stanley, il y a les femmes autour, les conjointes, parce que moi, je dis tout le temps la prémisse, c'est que le hockey, ça ne joue pas que sur la patinoire, c'est aussi dans nos vies. Extrêmement, il y a plein d'aspects. Et toi, quelle est la femme d'hockey à toi qui t'inspire? Parce que tu es la femme d'hockey qui inspire beaucoup de femmes, comme je l'ai dit en entrée de jeu, que ce soit Isabelle Morier, que ce soit Guillaume Latendresse. T'sais, ils t'ont toutes nommées, je pense, à quelque part. Mais toi, c'est qui la femme d'hockey qui t'inspire? Écoute, moi, la première femme de hockey qui m'a inspirée, que j'ai trouvée extraordinaire, c'est France Saint-Louis. Qui a été une pionnière extraordinaire, France, je me rappelle parce que la première fois que je l'ai vue jouer au hockey, c'était au championnat mondial féminin en 1990. Je faisais la description. J'étais la Pierre-Route du championnat mondial pour RDS et j'étais ébahie de la voir jouer. J'ai pu la connaître à travers les années. France Saint-Louis a fait beaucoup pour le hockey féminin. Elle a déchiffré. Elle a commencé à jouer au hockey quand ça n'existait pas des clubs de filles. Elle jouait avec les gars et elle s'est bien débrouillée là-dedans. Elle a été extraordinaire. Elle a eu son école de hockey pendant une vingtaine d'années, une école de hockey féminine. Elle a beaucoup développé et inspiré de nombreuses femmes. Moi, je lui lève mon chapeau. C'est une femme extraordinaire qui a toujours eu à cœur le hockey féminin. Elle a été la meilleure joueuse de la planète. Au Canada, elle a remporté tous les honneurs. Elle a fait les Jeux olympiques à Nagano à l'âge de 39 ans. Elle a fait plusieurs championnats mondiaux. Moi, c'est sûr que c'est France qui m'a inspirée énormément. Et je la regardais jouer au championnat mondial, puis je me disais, c'est ça que je voulais faire. C'est ça, j'aurais aimé ça jouer au hockey à un niveau élevé comme ça. J'ai choisi d'être journaliste, mais puis il y a Manon Réaume aussi, qui m'a énormément inspirée, que j'ai pu couvrir beaucoup. Manon aussi, qui a été extraordinaire, un autre très, très, très beau modèle de hockey. Alors, chapeau à ces deux femmes-là qui ont été de grandes inspirations. Je suis contente que tu nommes France Saint-Louis parce qu'elle va être notre invitée au mois d'octobre. Oui! Ben oui. De ma part, avec plaisir. Je ne pouvais pas passer à côté. C'est une pionnière. Tu sais, toi, tu es notre France Saint-Louis sportif. Elle est une pionnière au niveau du hockey féminin. Une femme très engagée, disponible, authentique. Je veux qu'on nomme son nom à des joueuses. Tout le monde est d'accord pour dire qu'elle a inspiré beaucoup. Et maintenant, si je te disais plus... une femme de hockey qui est peut-être plus dans l'ombre, qu'on connaît moins, ou a un rôle au niveau des femmes qui sont impliquées dans le hockey qui mériterait d'être mise en lumière aujourd'hui? Écoute, sais-tu quoi? Il y en a plusieurs parce que à travers la Ligue nationale de hockey, il y a de plus en plus de femmes qui ont des postes importants. Et ça, je pense qu'il faut le souligner parce qu'on n'en parle pas assez. Et je les ai pris en note parce que je pense que c'est important. C'est important de toutes les mentionner. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a de plus en plus. Et c'est important. D'abord, salutations aux Kraken de Seattle. Et là, je ne parle pas juste de Québécois, je parle de femmes à travers la Ligue nationale de hockey qui ont embauché 2 femmes dans des postes importants. Camille Granato, qu'on connaît, l'ancienne joueuse, est recruteur professionnel. Alexandra Mandeki, qui est directrice des opérations hockey. Donc, c'est bon, là. Opération hockey, là, pas philanthropie, là. Non, c'est extraordinaire. Hayley Wickenheiser pour les Maple Leafs de Toronto, directrice adjointe aux opérations, au développement des joueurs. J'ai fait une entrevue avec Florence Schelling pendant la pandémie. C'est qui Florence Schelling? C'est une ancienne joueuse pour l'équipe nationale suisse. Elle a fait 4 Jeux olympiques. Elle a une maîtrise en économie à l'Université de Boston et elle est devenue la première directrice générale d'une équipe professionnelle de hockey. Ça se passe en Suisse. Une femme extraordinaire qui vient d'ouvrir des portes monumentale. Alors, bravo à Florence Schelling. Les Sables de Buffalo, c'est pas un président, c'est une présidente qui l'ont. C'est Kim Pegula, qui est présidente et gouverneur également, propriétaire aussi. Bon, ça a commencé avec Suzy Mathieu avec les Blues de Saint-Louis, elle qui était directrice de relations publiques, la Dominique Saillant des Blues, qui a travaillé ensuite vice-présidente dans la Ligue nationale de hockey. Elle a travaillé pour l'Association des joueurs. C'est elle qui a organisé la Coupe du monde de hockey. On a tendance à l'oublier. Et bien sûr, des collègues de travail que je veux absolument nommer. On parlait de B. Hélène Elliott du LA Times couvre les Kings de Los Angeles depuis une trentaine d'années. Elle est sur le beat des Kings. On n'en parle jamais de Hélène Elliott. Sherry Ross est devenue, dans les années 90, la première femme à faire la description, comme Pierre Houd,
des Devils du New Jersey. Elle est aujourd'hui analyste pour l'équipe. Casey Chelios, que j'adore, est la fille de Chris Chelios. Elle est analyste pour les matchs du Lightning. On connaît tous Cassie Campbell parce qu'on la voit régulièrement, analyste à CBC. Les Islanders de New York, AJ Milichko, excuse-moi, j'ai un petit peu de la misère à le prononcer. C'est elle correct. aussi est analyste pour les Islanders de New York. Écoute, il y en a plein des femmes dans des rôles importants. Il y a Dawn Braid qui était entraîneur, faisait partie du personnel d'entraîneur des Flames de Calgary. Il y en a de plus en plus qui ont des postes importants, qui ont des postes de direction, qui ont des postes de décision. Je veux les saluer. Sur le beat, un peu plus près de chez nous, il y a Elisabeth Rancourt qui est à TVA Sport, qui est en congé de maternité parce que ça aussi, c'est une réalité chez les femmes. Andréane Barbeau qui l'a remplacée, qui est rendue maintenant à RDS. Il y a Daphné Boeuf à l'écrit également, Jessica Rusnak de TSN qui est rendue à CBC, que je vois fréquemment dans le vestiaire du Canadien. Alors, on est en train de faire notre place, les femmes. Et c'est important de le mentionner. C'est important de mentionner aussi qu'on n'a pas juste des rôles secondaires. On a au contraire de plus en plus des rôles de décision. Et moi, je salue toutes ces femmes-là. Je pense que elles sont dans l'ombre parce qu'on n'en parle pas beaucoup. C'est pour ça que je tenais à les nommer aujourd'hui. Et ça, ce sont des femmes qui ouvrent des portes à d'autres femmes. Moi, je suis convaincue que dans un avenir très rapproché, tu vas avoir des femmes entraîneurs, d'autres femmes qui vont se diriger. Directeur général, il y en a des femmes extrêmement qualifiées. Puis je te dirais que c'est à moyen terme ou même à court terme que je vois ça. Mais je trouve que c'est important de parler de ces femmes-là et de leur rendre hommage aujourd'hui. Tu as bien raison. Puis, tu sais, il y a aussi toutes les autres femmes. Je pense aussi aux femmes qui sont avec le Canadien. France-Margaret Bélanger. Exactement. Puis Anna le bureau Martini. des gouverneurs avec Jeff Molson aussi, qui fait un travail admirable. Oh non, il y a plusieurs femmes qui prennent leur place. Puis j'aurais envie de te poser une question. Te poser la question justement à l'émission là, avec les filles là, le 8 mars 2018. C'est quoi que tu vois comme avenir pour les femmes mais moi je te dirais dans le hockey. Il y a le métier de journaliste, mais il y a aussi le hockey féminin. J'aimerais ça que tu nous parles un petit peu de ta vision des femmes dans le hockey. Les portes sont grandes ouvertes. Puis c'est aux femmes de foncer, de mettre le pied dans la porte. C'est sûr qu'on a toujours besoin de l'aide des hommes pour nous amener là. C'est évident. Moi, ça fait 37 ans que je fais ce métier-là, c'est parce qu'il y a des hommes extraordinaires qui m'ont fait confiance puis qui m'ont ouvert la porte. Les Gilles Péloquin, qui a été le premier là, à CKSH à Sherbrooke. J'avais ma petite chronique de sport du hockey junior. Et ensuite, tous les autres qui ont suivi. J'ai parlé de M. Guy Desormeaux, il y en a eu d'autres. C'est sûr qu'on a besoin de cette aide-là. Mais il faut foncer, il ne faut pas avoir peur. Et je pense que c'est juste bénéfique. Je pense que l'avenir des femmes dans le hockey, que ce soit au hockey masculin ou au hockey féminin, il est là. On a juste à le faire, à défoncer des portes, à ne pas avoir peur. C'est sûr que ce n'est pas toujours facile. C'est sûr qu'il y a de la critique. Puis c'est sûr qu'on doit travailler sûrement un petit peu plus fort aussi pour prouver nos compétences. Mais un coup que tu as passé ça, tu es très, très bien accueilli. Pour ce qui est du hockey féminin, il va falloir continuer à l'épauler. Ça a été difficile pour le hockey féminin cette année. J'aimerais que la Ligue nationale de hockey donne un sérieux coup de main au hockey féminin, soit un partenaire, déjà un partenaire, mais soit un partenaire un petit peu plus sérieux, un peu plus engagé peut-être? Engagé, exactement. Actif. Ça, je leur souhaite ça grandement parce que le hockey féminin est un merveilleux sport. Les filles jouent du hockey différent des hommes, mais du hockey phénoménal, que j'adore regarder. Et c'est ce que je leur souhaite. Je leur souhaite là, d'avoir une... Tu sais, je parlais à un moment donné avec Kim Saint-Pierre, j'étais... Vraiment, là, j'en revenais pas à quel point elles ont la vie difficile. Elles doivent travailler toute la journée. Ils s'entraînent à 7, 8 heures, 9 heures le soir quand elles peuvent avoir du temps de glace. Ça n'a pas de bon sens. On doit leur faciliter la vie et les aider en ce sens-là. Je suis de tout cœur avec elles. Il faut arrêter de comparer le hockey féminin au hockey masculin. C'est la raison pour laquelle je parle des deux sports. C'est exactement, je suis d'accord avec toi. Il ne faut pas penser, c'est différent, c'est du hockey, c'est de l'intensité, mais c'est pas pareil. C'est pas parce que c'est pas de même. Il ne faut pas parler de niveau, il faut parler d'intensité, de passion, de travail, de stratégie, de vitesse, de cœur. C'est tout ce beau à regarder. Je compare au tennis masculin, tennis féminin.
J'adore regarder le tennis masculin. J'adore regarder le tennis féminin. Le tennis féminin, tu as des échanges plus longs. C'est bon, c'est extraordinaire. Le tennis masculin, c'est un petit peu par la force brute. Mais oui, mais c'est ça. Je veux dire, les hommes sont plus grands, sont plus costauds, sont plus forts. C'est normal. Mais ça, tu peux pas comparer les deux sports, mais les deux sports ont leur grâce, ont leur beauté, ont leur intérêt. Et il faut les apprécier pour ce qu'ils sont. Je pense que c'est très important. Bien, je suis tout à fait d'accord avec toi. Donc, on va rentrer dans le segment La sacoche bleue, le segment adapté, inspiré de la poche bleue de nos amis Maxime et Guillaume. Donc, parce que j'ai entendu dire que tu as une anecdote à raconter par rapport à Pat Burns. Veux-tu nous en parler aujourd'hui? OK, Pat Burns est le premier entraîneur avec lequel j'ai eu à travailler de façon professionnelle. Donc, je travaille à Radio-Canada à Ottawa. En fait, non, à cette époque-là, je suis allée à Ottawa tout de suite après, mais c'est quelques mois avant que j'arrive à Radio-Canada à Ottawa. Je travaille pour la presse canadienne et le réseau NTR. Je m'en vais couvrir le tournoi de la Coupe Memorial qui est à Portland, en Oregon. Et Pat coachait les Olympiques de Hall. Bon, Luc Robitaille faisait partie de l'équipe, Pat Brisson aussi, des rouleaux. Donc, les Olympiques avaient vraiment une excellente équipe. Un petit line. Exact. Et à un moment donné, j'arrive pour faire mes entrevues dans le vestiaire. Et bon, les gars passent. Et là, moi, j'arrive et Pat il avait les bras croisés comme ça, puis il était à la porte du vestiaire. Puis là, il me voit rentrer. Puis là, il dit à son relationniste qui est juste à côté, Koskapa ici, elle, puis il lâche un gros juron. Fait que le relationniste, ben, Pat est journaliste. Ouais, alors, une femme journaliste. Oui, elle est journaliste. Fait que là, il rentre dans le vestiaire, puis là, je vois qu'il me regardait avec sa moustache puis ses yeux durs. Avec son air de détective, là, tu sais. Oui, il était imposant, Pat. Fait qu'il me regardait du coin de l'œil. Puis ça reste comme ça, il dit rien. Je fais mon travail. Fait qu'à tous les jours, le tournoi dure à peu près 2 semaines. À tous les jours, je fais mes entrevues avec lui, avec les joueurs, avec les autres équipes aussi. Puis ça se passe bien, mais bon, j'ai pas de commentaires. Fait que je me dis, pas de commentaires, bon commentaire. Alors, dernière journée, bon, les Olympiques sont éliminés du tournoi. Et on est dans un bar, au bar de l'hôtel, en fait, je suis avec les autres journalistes. Et on jase du tournoi. Puis là, à un moment donné, j'ai un grand marnier sur glace qui arrive devant moi. Et la serveuse me dit, c'est pour vous. Fait que je dis, ben, j'ai rien commandé. Elle dit, c'est le monsieur là-bas qui vous offre ça. Je regarde, c'est Pat Burns. Fait que je prends mon verre, je m'en vais le voir pour le remercier. J'ai dit, merci beaucoup, Pat, c'est vraiment gentil. La petite, il dit, je t'ai regardé aller pendant 2 semaines, puis je pense que tu as un bel avenir, je pense que tu vas bien faire ça. Fait que je dis, ben, merci beaucoup, bienvenue dans le monde du hockey. Je dis, merci beaucoup, Pat, c'est très apprécié. Et ce qu'on ne savait pas, lui et moi, c'est que ça, c'est au mois de mai. Au mois de juillet, j'allais être embauchée par Radio-Canada à Ottawa et couvrir les Olympiques de Hall là, de façon régulière. Et fait que là, quand je suis retournée à Hall et au camp d'entraînement, là, il me dit, qu'est-ce que tu fais ici? Là, je dis, ben, je travaille à Ottawa maintenant. Et donc là, Pat avait un préjugé favorable. Là, il m'a facilité la tâche. Là, ça allait vraiment bien. Et c'est un homme que j'ai aimé beaucoup. Je l'ai adoré, Pat Burns. On a développé une belle complicité. Puis j'avais l'impression que c'était mon protecteur. Tu sais, puis souvent, à cette époque-là, c'est plus comme ça. Après les matchs des Olympiques ou après des entraînements, des fois, on était 3-4 journalistes, puis on allait prendre une bière avec Pat qui nous racontait sa vie de détective, puis de undercover, d'agent, puis des fois, sa vie d'entraîneur et tout ça. Fait que j'ai appris à connaître l'homme, pas juste l'entraîneur. Et c'est quelqu'un qui est très cher à mon cœur, Pat Burns. Alors, ça a été intimidant comme première approche, mais ça s'est bien, très, très bien déroulé par la suite. Mais la petite s'en est pas laissée imposer. Exact. Je pouvais pas, ça c'est ça. Oui, c'est bon. C'est bon. Ben, ça me fait penser, ma première émission, Femme d'hockey, c'est avec Louis Robitaille des Olympiques de Gatineau. Ah oui! Ah oui! On a ce parallèle-là. Puis, dans sa grande semaine, il venait d'être nommé entraîneur-chef, directeur gérant. C'est le repêchage, nouvelle formule, 4 choix dans les 5 premiers. Là, il était très occupé, mais il a pris le temps de devenir la Femme d'hockey. Donc, je le salue d'ailleurs. Merci, Louis, d'avoir pris ce temps-là. On ne réalise pas l'impact que ça a, ces gens-là qui nous donnent la chance, qui nous donnent la
la petite main pour pouvoir continuer, qui nous permet d'aller. Fait que c'est une belle anecdote. Je t'amènerai maintenant, c'est le moment de nous parler de ton produit bleu, un produit que tu veux mettre en lumière parce que, bon, on a appris à travers les circonstances à vraiment faire attention puis d'encourager nos produits aux services locaux. Fait que je te laisse la place pour nous parler de ton produit bleu. Écoute, c'est drôle que tu me parles de ça aujourd'hui parce que hier soir, j'ai découvert. Moi, j'adore les bijoux. Je suis quand même une fille. Je suis une maniaque de parfum parce que mes parents étaient là-dedans, les cosmétiques, les parfums, mais j'adore les bijoux. Et il y a une fille qui crée une Québécoise, Mélanie Stones. Allez sur son site. Oui, elle crée... Ah, c'est magnifique. Elle crée des bijoux absolument extraordinaires. Moi, je suis une maniaque de bracelets, j'en ai tout le temps. Et elle fait des bracelets, mais toutes sortes d'affaires. Elle les met dans des diamants, elle fait des pierres. C'est de toute beauté. C'est une designer québécoise qui fait des bijoux. Mélanie Stones, allez voir ça. Et moi, j'ai découvert ça hier. J'ai communiqué avec elle. Là, on se parle. Puis là, j'ai dit, écoute, je vais te faire de la publicité. J'adore tes produits. C'est drôle parce que c'est hier soir que puis là, j'ai vu ça. On était pour parler de ça aujourd'hui. Je dis caladon extraordinaire. Et je veux l'encourager parce que ça a été dur pendant la pandémie et il faut acheter local. Il faut faire ça. Il faut encourager nos artistes le plus possible. Quand des fêtes s'en viennent, dans 3 mois, des beaux cadeaux à offrir à maman, à une sœur, à une amie. Ils en ont même pour hommes. Ils ont des bijoux pour hommes aussi. Mélanie s'occupe de ça. Moi, je l'encourage fortement. C'est de toute beauté ce qu'elle fait. C'est une grande créatrice. Mais tu as raison, c'est une belle idée. Tu sais, des bijoux pour hommes, des bracelets pour hommes, c'est des beaux cadeaux à offrir pour le temps des fêtes qui va s'en venir. Pourquoi pas? On va mettre le lien, on va inviter les gens, puis on pourra peut-être le mettre sur notre liste des cadeaux quand ça va venir, parce que bon, on a nos rendez-vous femmes d'hockey, mais on a aussi nos chroniques. D'ailleurs, je vous invite à nous suivre sur Facebook, Instagram ou la chaîne YouTube. Bon, le rendez-vous qu'on a aujourd'hui, on va pouvoir l'écouter aussi en balado sur toutes vos chaînes préférées. Chantal, merci de ta présence, de ta générosité. On va te suivre sur ton beat pour la Ligue nationale et le Canadien, aussi à la radio, sur ton compte Twitter. Tu es une femme authentique, inspirante, accessible, passionnée. Merci de ta présence aujourd'hui, Chantal. Bien, merci à toi, Isabelle. Ça m'a fait un énorme plaisir et longue vie à ton émission. Je trouve ça vraiment cool. Merci beaucoup. Bien, merci, Chantal.